Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes là avec nous ce soir pour écouter ces experts des experts de l'information à la Martinique. Et nous avons une surprise pour vous ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Facebook, la communauté de Facebook, puisque vous êtes des privilégiés. Vous nous voyez déjà ce soir. Et le reste, la télévision normale nous verra à partir de vendredi, soir 20h, le samedi, rediffusion à 18h, et le dimanche, 10h. Voilà, c'est la nouvelle personne qui est là qui me perturbe, des gens diraient, bon, voilà pourquoi. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et ceux qui nous regardent depuis la France. Comment ça va, Michel? Eh bien, ça va, ça. Tu as passé une excellente semaine. Oui, j'ai passé une excellente semaine et bon, j'ai renoué, je te dis, j'ai renoué avec le karaté et je suis assez surpris de voir que les parents qu'on dit rebelles à la discipline, mais nous emmènent. La première chose qu'ils nous disent, j'ai besoin que mon fiston, que tu le sers un petit peu. Bon. Et ce qui veut dire que, quelque part, beaucoup de gens sont mieux comprendre que ce pays ne peut pas avancer sans qu'il y ait on parlait de rigueur, de discipline. Voilà. Mais on en parlera peut-être, mais je pense que ça a été une grosse idée aussi de la part de Jacques Chirac d'arrêter le service militaire. Alors, tout à fait. Moi, en ce qui me concerne, je pense ça. Je ne parle pas en votre nom. Hein. Mais il y a un candidat socialiste je crois que c'est Arnaud de Montebourg. Montebourg, qui est partisan du retour du service militaire. Mais peut-être sous une forme moderne. Ouais. Merci beaucoup, José. Merci d'être avec nous aussi ce soir. Merci. Le jeune homme fringant. Merci. En tout cas, puisque tu allais me demander si j'ai passé une bonne semaine, il me vient de te dire que j'ai mal à ma Martinique, donc j'ai passé une mauvaise semaine. Mais nous en parlons. Bien sûr. Je comprends. Ouais. Eddy, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Patron d'Historial, le nouveau Historial est d'ailleurs. Hein. Oui, il vient de sortir. Bon, en tout cas, merci. Merci je félicite à nouveau mes camarades pour leur courage et leur caractère teigneux vis-à-vis de l'adversité médiatique, puisque vous savez que cette émission est regardée par la très grande majorité des Martiniquais et nous en subissons évidemment les conséquences de manière directe. Et puis surtout, félicitations à Zouk Télévision, la télévision que le monde entier nous envie. Oh là là, super ça, c'est joli. Tu vas t'attirer des ennuis lundi soir en disant ça. Bon, allez. J'ai le don d'ubiquité. Michel n'est pas au courant, Michel ne sait pas. Tu sais pas où il est le lundi soir? Non, c'est pas à Terre-Serville, non. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi soir? Tu passes sur RCI? Non. Oui, RCI m'a interviewé. C'est ça, c'est pas habituel. Mais non, effectivement, Mano fait allusion au fait que je participe à une nouvelle émission qui est diffusée sur ATV le lundi soir à 20h. Voilà. Donc en disant ça, il risque de s'attirer des ennuis là-bas. Non, pas du tout. Moi, vous savez, c'est pas compliqué. Moi, pas à faire ça. Tu peux nous en dire plus, mais je dis ça. Une émission de décryptage de l'actualité, ce qui ressemble étonnamment à la nôtre. Certains feraient un raccourci en disant c'est un kiosque bis. D'accord. Voilà. Mais c'est une émission qui n'a pas pour ambition d'imiter le kiosque, je le rappelle, puisque le kiosque a une haute ambition de pédagogie, ce qui n'est pas le cas de l'émission à laquelle tu fais allusion. Deuxième scud, tu vois des problèmes? Non, pas du tout. C'est dans le contenu. Et de toute façon, je n'aurais pas participé à cette émission si c'était un copier-coller du kiosque, bien évidemment. Voilà. Même si nous essayons quand même de temps en temps d'élever le niveau. Ça passe à quelle heure? À 20h le lundi soir. Bon, d'accord. Voilà. Non, mais il faut leur faire un peu de plus, je suis d'accord. Et ils sont face à RFO, à RFO, on fait quoi? Le lundi politique, c'est ça? Politique pays. Ouais. Mais je ne manquerai pas, je l'ai déjà fait, mais je ne manquerai pas
d'attirer l'attention des téléspectateurs d'ATV du lundi soir sur le fait que le vendredi soir, nous avons le kiosque sur Zouk Télévision et je passe mon temps à répéter que cette émission est essentielle, non pas pour nous, parce que quand même, allons préciser ça, nous ne sommes pas rémunérés pour faire cette émission. Et je rappelle, avec Michel, nous faisons cette émission, je vous le rappelle, depuis 15 ans. Non, pas à Zouk. Il n'y a pas 15 ans à Zouk. Mais bien sûr. Le dernier truc que j'ai vu, c'était 2011. Et 2011, j'étais déjà là. 2011, ça fait 10 ans, on est bien d'accord. Zouk a commencé en 2000, hein, ça fait 21 ans. Mais je te dis, ça fait. On a dû commencer ça en 2000. Tu étais à la Pointe-Simon. Non, à l'époque, j'étais sur la route de la Folie. Ah oui, la route de la Folie. Et depuis, Michel, tu as remarqué, de la route de la Folie, on est passé à la route des religieuses. On est devenu gentil. La route des religieuses. Mais tu montes vers le ciel. On parlait de Monseigneur Macaire tout à l'heure là. Monseigneur, on parle beaucoup de vous, hein, du paradis, tout ça. Alors, ce soir, nous avons une invitée spéciale. Il s'agit de Madame Bellé, Béatrice Bellé, n'ayons pas peur des mots, charmante, jolie et surtout gourmandaise. C'est important de le citer. Pour ceux qui ne le savaient pas, hein, c'est une gourmandaise. Fondamental. Bonsoir, Madame Bellé, merci beaucoup. Bonsoir, Mano. J'aurais préféré que tu dises une femme intelligente, brillante, politique, non, mais ça et tout ça. Non, charmante, tout de suite. Ça sera tout au long de l'émission, ça. Ah, d'accord. Non, parce que mais vous commencez par des critères physiques. C'est ça. Bon, du coup, j'ai le droit de vous taquiner, parce que tu as commencé par ça, pour te dire que je viens un peu perturber, en effet, mettre un sirop. Oui, un petit sirop différents, voilà, parce que vous avez quand même l'habitude d'être entre hommes, hein, et que ça manque de parité, hein, par là. Et vous savez comme je peux y être attachée. Donc merci de ton invitation. Mais je t'en prie, sois la bienvenue. Merci d'oser en tout cas à nouveau mettre un peu plus de féminité, mixte de genre, de féminité aussi. Elle est très forte, hein. À mon avis, cette émission restera dans les annales. Ah oui, elle est très très forte. Je reviendrai. Ben voilà. Toutes les suivantes. Alors, le kiosque cette semaine, bon, il y a eu plusieurs choses, hein, mais je crois que ce que Manu a mis en début de page, on parle du cercueil. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu ces images pendant la manifestation il y a 2 jours. Il y a 2 jours, c'était lundi. 2 ou 3 jours déjà, hein, lundi. C'était lundi soir. C'était lundi soir, avec le cercueil qui n'était pas simplement posé à terre, mais qu'on déambulait dans les villes, dans les rues de la ville. Et pourquoi j'ai demandé à Manuela de mettre ces images-là, c'est que personne n'osait toucher au cercueil pour l'enlever. Personne, il paraît que c'est un jumpy qui l'a enlevé pour les flics, il semblerait, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Non, il y a une vidéo qui circule c'est un Martiniquais, à mon avis, parfaitement normal, qui l'a enlevé, qui a été filmé d'ailleurs, et qui l'a mis dans sa benne et qui est parti avec. Ah ouais? Ah oui, tout à fait. Service, à mon avis, de nettoyage classique. Hein. Ok. Oui, parce que les gens avaient peur de toucher au cercueil. Alors, évidemment, un cercueil avec une tête de bouc dessus, on pense tout de suite vaudou, quimbois. Certains ont dit que c'était pour Cazel. Enfin bon, il y a beaucoup de bruit, hein, autour de cette histoire. Mais qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que ça peut faire peur à un préfet de la République qu'on lui mette un cercueil devant sa porte pour qu'il demande sa mutation? Non. En fait, je crois qu'on s'égare. Ouais. Et ça fait diversion. Toute la Martinique en parle, donc le coup de com' a bien fonctionné. Je ne crois pas un seul instant que cela puisse perturber le préfet de la Martinique. Et quand je vous dis ça, je pense à une citation de Jacques Chirac que je ne dirai pas ici. Ça a fait diversion, disais-je, mais on passe à côté d'essentiel, parce qu'en fait, tout ce cirque-là, c'est pour faire obstruction à la vaccination, au pass sanitaire, à tout le problème que nous avons autour de la Covid-19. Moi, je pense qu'il est temps que des gens deviennent plus raisonnables, parlent entre eux dans ce pays-là, et on peut avoir des gens qui ont des avis contraires sur des sujets. Est-ce que pour autant, ceux qui ont des avis contraires ont le droit de prendre en otage ceux qui pensent différemment
et leur imposer ces expositions de notre temps. Vous parlez du cercueil devant la préfecture. Moi, j'ai vu un chat sacrifié devant la RS. C'est un fake. C'est un fake. Ouais, c'est un fake. Ah, d'accord. C'est une vraie exposition entre guillemets vaudou, mais qui a eu lieu à Sainte-Lucie devant le siège de la télévision nationale de Sainte-Lucie. D'accord. Et il y a des gens qui ont détourné ça et qui ont dit que c'était devant l'ARS. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai vu ça passer, mais je ne lis pas le cercueil. Bon, on est sûr le cercueil, que c'est vrai. C'était devant la préfecture. Et en fait, ces mêmes gens qui s'étonnent quand ils entendent dans des télévisions françaises des gens dire qu'ils ont des pratiques bizarres en Martinique et c'est pour ça qu'ils ne vont pas se vacciner. Même si vous voulez que les gens pensent. Ils ne peuvent penser que ce que vous leur montrez. Donc, j'aurais fort à dire sur ça. Mais on a plein de choses à dire et mes amis attendent. Et vous voyez, Madame Bellé-Trémoussé, elle attend de prendre la parole pour vous dire son point de vue. Oui, si, regardez. N'importe quoi, non, je sais. Non, mais tu as déjà dit, j'allais dire pas l'essentiel, mais le caractère symbolique, en tout cas l'image, parce qu'il faut savoir quand même que ça a été diffusé dans les JT nationaux, que ça tourne sur les réseaux sociaux, exactement, sur France 2, mais enfin, je crois que c'est aussi passé sur LCI, il y a eu quelques images le lendemain sur LCI, mais c'est passé aux 20h de France 2, n'est pas de nature à arranger, en tout cas, les propos qui peuvent être tenus à notre endroit sur la question des croyances, que nous ne renions pas le fait d'avoir des croyances. Mais enfin, celle-là, moi, je suis assez étonnée, du fait, bon, après, il existe, mais très clairement, la syndicaliste que je suis aurait aussi refusé de marcher très clairement derrière ça. Parce que c'est pas défendre des droits, si on estime défendre des droits, c'est pas derrière ce type de symbole-là qu'on le fait, je pense, avec le plus de sens et de symbolique. Enfin, je crois que les bonnes petites pancartes et tout ça, c'est peut-être même plus efficace, mais ça a fait le buzz. Mais pour moi, c'est un buzz malheureux. Alors, juste avant que Michel prenne la parole, mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a plus tellement de quatre croisés. Hein. Ils ont dû trouver la quatre croisés. Mais c'est une quatre croisés qui a devant la préfecture. Justement, c'est pour ça qu'ils mettaient là, parce qu'il n'y a plus de... Maintenant, il y a des ronds-points partout, donc les gars étaient obligés d'aller... Fort-de-France ne manque pas de quatre croisés. Quatre croisés, Voilà. Michel. Non, mais tu sais, Régine Bellé a... Béatrice. Régine, c'est la syndicaliste. Elle fait de la Somme des France avec moi. Ouais. Et elle a parlé de symboles. Alors, moi, j'ai entendu une explication par un syndicaliste qui expliquait la volonté que la tête de bouc, c'est pour fustiger le caractère têtu des autorités, n'est-ce pas? Et le cercueil, c'était pour symboliser toutes les libertés perdues dans cette affaire de passe sanitaire et d'obligation vaccinale. Bon. L'ensemble symbolisant la bon. Alors, moi, je crois que ce n'est pas anodin que, précisément, on fasse le lien avec les croyances. Parce que, précisément, au cœur, on m'excusera, mais au cœur de cette affaire, nous avons quand même à mener un combat contre ce que je cesse de dire, contre l'obscurantisme, le refus du progrès. Le refus du progrès. C'est-à-dire, depuis Pasteur, il y a chaque fois qu'il y a eu des avancées de la science, il y a toujours des gens qui se sont opposés. Bon. Or, il est clair que le consensus scientifique aujourd'hui, ce n'est pas une opinion, c'est le consensus scientifique, c'est que l'ARN messager est une avancée majeure de la science et qui peut d'ailleurs appliquer à d'autres pathologies que la Covid, amener à résoudre des problèmes comme certains types de cancers. Bien. Par conséquent, la véritable question, alors on n'a peut-être pas été assez pédagogue, on n'a peut-être pas été suffisamment expliqué, mais aussi,
il ne faut pas avoir la crainte de dire qu'il y a une entreprise de désinformation méthodique, systématique dans les réseaux sociaux et qu'elles sont reprises d'officines qui tournent autour, qu'on le veuille ou non, de l'extrême droite française. OK ? C'est clair. La complosphère, ce qu'on appelle la complosphère, tourne autour... de la fachosphère. De la fachosphère. Bien. Alors, et le paradoxe, c'est que c'est repris par des courants, ou des personnes, ou des personnalités qui semblent se situer dans le camp, disons, anticolonialiste. Alors, il y a là, à mon avis, une antinomie, bon, et à mon avis radicale. Bon, je suis obligé de faire appel à... Je représente ici le journal Justice, qui est né en 1920, qui a été créé par Jules Monroe, franc-maçon et marxiste. Bien. Oui, non mais... Oui, bon, oui. C'est-à-dire un héritier de la philosophie des Lumières, de l'émancipation, qui portait la volonté d'émancipation du peuple martiniquais contre les forces obscures, et notamment, tiens, justement, à l'époque, qui était représentée par la religion catholique dans ce pays. Hein? Bien. Alors, aujourd'hui, derrière ce combat, où il y a des gens qui ont des points de vue peut-être respectables, il y a aussi un enjeu, je vais terminer là-dessus. Nous avons une baisse de la population. Nous avons un vieillissement de la population que l'on nous dit depuis 20 ans, le démographe Clément Valentin Marguy nous dit que nous avons un vieillissement non pas normal comme dans tous les pays du monde, un vieillissement et une baisse de population accélérée. Bien. Et deuxièmement, nous avons, nous l'avons appelé, une étude récente. 6 Martiniquais sur 10 ont des facteurs, un ou plusieurs facteurs de comorbidité qui les rend vulnérables, au Covid-19. Alors, on peut balayer ça de revers de main. Ça s'appelle le déni. Donc c'est ça. Derrière le bouc et le cercueil, moi ça ne me fait pas rire. Bien. Ça ne me fait pas rire. Alors Béatrice, il y a une dame qui nous dit « La terre va trembler ce soir, enfin une femme sur le plateau ». Ah. Donc tu vois, ta présence est fortement commentée. Tu voulais dire quelque chose? Non, Eddie, oui. Non, moi je pense que la référence aux croyances, à la superstition, au quimbois, etc., c'est le meilleur moyen pour les courants qui étaient, on va dire, représentés, ou les idées qui étaient représentées derrière le cercueil, de perdre des soutiens. Parce que jouer dans notre société avec ces croyances-là, c'est d'une part jouer avec des choses qui sont structurellement ancrées dans notre culture, et à la fois de manière, j'allais dire, positive pour certains et très négative pour d'autres. Moi, je suis persuadé que quand un certain nombre de mamies ont dû voir le cercueil et le bouc promené par des antivax, elles ont été se vacciner, mais très très rapidement. Michel dit que ça ne le fait pas rire, mais bon, moi je suis persuadé que ça l'a fait rire secrètement. Oui, alors... Mais j'ai envie de vous donner une petite blague quand même qui m'a été donnée par une mamie qui m'a dit, elle appelle son neveu qui est antivax forcené, il s'appelle Charles, et qui lui dit: Charles, venez pour m'en parler bon parce que moi réfléchis, moi pas dormi toute la nuit là, c'est ok ça et puis boucta, et moi réfléchis et puis il y a une question que je téléposée. Comment y est tout gros syndicaliste, tout gros intellectuel,
tout le monde qui est riche en pays t'a vacciné et au cas dit moins pas vacciné. Et qui explication on peut bon moins? Et Tibouga qui a regardé mamie, il a dit mamie, sans pour moi expliquer comment il y a toutes ces monde à vacciner, à y vacciner parce que moi-même moi vraiment vacciné. Donc en fait c'est ça en fait. Quand tu as une cabine je pense que les gens de plus en plus réfléchissent. Donc j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Parce que chaque semaine, je vous donne la progression des vaccinés. Donc je vais vous donner ça tout à l'heure. Mais l'espèce de colère, d'extrémisme, de radicalisme, je vous préviens, va monter au fur et à mesure que le nombre de gens non vaccinés va diminuer. Parce qu'au bout d'un moment, il va rester 10 non vaccinés, et ces gens-là, ils vont finir par créer une église. Oui, tu voulais dire. Alors, en fait, je crois, d'une part, que ces gens réussissent quand même, puisque nous avons commencé il y a presque une demi-heure, et depuis une demi-heure, nous parlons de ce cercueil qui est pas l'essentiel des choses qu'il y aurait à dire autour de ce vaccin-là. Moi, je voudrais rappeler une chose. Eddie va nous donner des chiffres tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, le vaccin n'est pas un médicament. Moi, j'ai assisté hier, je vous le dis, je partage ça. J'ai participé à une conférencière avec le professeur Romana et quelques autres ponts de la médecine. Et j'ai trouvé ça extrêmement instructif. Et je regrette qu'on ne peut pas faire toute la Martinique participer à ce genre. Même s'il est par ailleurs décrié parce que les gens considèrent qu'il est comme moi-même, il fait l'apologie du vaccin. Donc, comme j'ai lu ça et là dans les réseaux sociaux que j'étais un vendu, parce que... Big Pharma te paye. Combien Ouais, que je suis payé et un vendu. Donc, je vais dire, non. Il y a une chose qu'il faut rappeler aux gens, c'est que le vaccin, pour les gens qui disent, trop souvent, on entend répéter, un tel s'est fait vacciner et il a attrapé la maladie. Un tel était vacciné et il est mort. Le vaccin n'est pas un médicament. Le vaccin est un moyen de se protéger pour Une arme. Pour ne pas avoir des formes graves de la maladie. Et il est bon, Eddie, tu vas le dire dans les chiffres tout à l'heure, que 99% des gens qui meurent sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Et pas faire peur aux gens avec des cercueils, avec des têtes de bouc à sacrifier. J'espère qu'ils ont mangé le reste du corps d'ailleurs. Et pas faire peur inutilement aux gens. Non, mais on n'a pas parlé que de ça, mais on est obligé de parler de la symbolique, même si tu as fait quelques manifestations, je ne sais pas, dans ta jeunesse et où que tu en as vu, j'ai souvenance que dans les manifestations, même au cœur de Paris, on est ce genre de choses, des têtes de mort, et tout ça. Le problème, c'est la symbolique que ça a pour nous et ce que ça convoque. Ça convoque pour nous des énergies, ça a un autre sens, ce n'est pas simplement une boîte et puis une tête d'animal, c'est autre chose. Et je crois quand même, José, qu'il faut le rappeler, tu as raison, moi je ne suis pas... persuadée que beaucoup de gens veulent y être identifiés. Et puis, dans la symbolique, attention, on a dit aux personnes qui disent on a dit que les personnes qui disent que le vaccin est une arme, qu'elles incarnent le diable, ouais. Diabolique. Donc, aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'ai reçu un certain nombre d'appels et de personnes qui m'ont dit, mais finalement, on se demande de quel côté est le diable. Exact. Et on commence à se poser des questions. Mais parce que nous avons, et c'est tout à l'heure je l'ai dit, nous avons des croyances, et moi je renie pas un certain nombre de nos croyances, et en toute sincérité, je suis, pour ceux qui me concernent lorsque je vois ça, je suis une Martiniquaise choquée. Pas simplement, pas pour un cercueil, on en voit, pas pour une tête. J'ai déjà vu même des personnes avec des bêtes, comment on appelle ça, empaillées, ou des choses comme ça. Mais c'est pour tout ce que ça représente dans notre imaginaire martiniquais. Moi, en tout cas, ça m'a choquée, et j'aurais refusé, en tant que Martiniquaise, de marcher derrière ça. Mais il faut quand même rappeler, une seconde, il faut quand même rappeler que depuis quelques jours là maintenant, il y a eu les motards qui sont venus en forme de soutien, il y a eu les pompes funèbres qui sont venus aussi un jour en soutien, les chauffeurs de taxi en soutien,
Quoique finalement, je crois qu'ils avaient des revendications à oui, voilà, aussi. Ils ont fait... Et puis il y avait aussi l'intersyndicale du port. Donc il y a eu quand même, moi je pense qu'il y avait une espèce de soutien aussi aux soignants, hein, de cette histoire-là, la marche qu'il y a eu à Fort-de-France, c'est peut-être ça aussi, ils n'ont pas voulu faire simplement un coup de com'. Et puis ensuite, et je finis, le président Letchimy avait demandé une médiation à Olivier Véran, mais il faut croire que le cercle a peut-être accéléré ça, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des émissaires en route pour venir, ils sont peut-être déjà là, je ne sais pas, mais en tout cas, la médiation a été acceptée par le ministre. Il y a un élément qui me semble quand même important. C'est chaque fois que ce type de manifestation nous renvoie à nous-mêmes. Alors je lance un petit message à la personne qui est responsable de la communication de ces mouvements-là. Peut-être un petit conseil. C'est de se rappeler ce que sont les Martiniquais, d'où ils viennent, comment ils s'expriment, comment ils vivent. Et une insulte, parce que ça c'est une forme d'insulte, une insulte à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes n'est pas forcément bénéfique pour ce mouvement. Nous savons pertinemment que notre culture religieuse oppose les forces du mal aux forces du bien et que des mélanges astucieux, voire dangereux, ne sont pas forcément positifs, parce que quelqu'un peut considérer, en toute légitimité, José l'a dit, que protester contre l'obligation vaccinale, protester contre le pass sanitaire, c'est quelque chose qui touche au bien. On est d'accord ? On peut contester si on veut, mais les gens ont le droit d'avoir des convictions. Par contre, quand on va prendre cette cause-là et qu'on va la mélanger à des symboles qui sont liés au mal, au maléfice, je ne suis pas sûr que le mélange puisse être profitable. Donc Simone anti-conseil Cabazot, c'est fini et puis ça, parce que c'est vieux mounant. Et puis même les jeunes mounants, parce que là j'ai des études sur les croyances extrêmement fortes des jeunes dans tout ce qui est superstition, les gens ne positionnent pas le quimbois, le vaudou dans la partie positive de la société. Attention, ok ? Et je vous rappelle que j'avais déjà cité les résultats de cette étude sur ce plateau. 65% des Martiniquais considèrent par exemple que la folie, ce n'est pas une maladie. Les Martiniquais considèrent, 65%, c'est quand même considérable, que la folie c'est un sort. C'est-à-dire que le fou c'est mal faire. Donc je ne voudrais pas que ce mouvement perde en crédibilité. Oui, alors pour répondre à ça, d'abord deux choses. Eddy dit souvent ici dans cette émission, je considère que notre pays c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. À ciel ouvert, donc je ne dis pas le mal ambiant qui flotte dans le pays. C'est pas moi qui le dis. Non, j'ai dit, tu le rappelles. Aimé Charles Nicolas, oui. Le professeur Aimé Charles Nicolas nous a avoué sur ce plateau que à l'époque où il était chargé à la Ménard de suivre les dossiers, il suivait 15 000 malades. Et quand je lui avais demandé, bon, mais ils sont où? Ils sont pas internés? Ils m'ont dit non, ils sont dans la rue. Ah oui? Ouais. Et en fait, et dernière chose, sur la médiation à venir, tu en as parlé, on a accepté que des gens viennent de ça, et je crois que les syndicats sont fort aises de cela. Moi, je suis choqué. Qu'il y ait une médiation? Oui. Ah bon? Je suis choqué que des Martiniquais ne peuvent pas se réunir entre eux pour pouvoir trouver une solution pour la Martinique et qu'il faut y aller chercher un papa blanc pour venir régler des problèmes pour nous en Martinique. Et c'est le même discours que j'entends à chaque fois. Un problème d'eau dans le Nord, eh bien on se dit c'est pas nous, c'est l'État. Il faut aller trouver des gens pour régler le problème de l'eau pour nous. Tu veux que je te dise comment ça s'est réglé dans le Nord? Ils ont arrêté la grève, tu veux le savoir? Oui, dis-moi. Eddy va te dire ça plus tard. Eddy va te dire ça plus tard. Non, mais il ne s'agit pas de Martiniquais. Il ne s'agit pas de Martiniquais entre eux, il s'agit quand même de Martiniquais face au préfet, face à l'État, à l'ARS et à l'État. Mais pourquoi on a des représentants de l'État ici? Il y a d'abord... Mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Et vous pensez que des Blancs venant de France va les faire se mettre d'accord? On les envoie faire une médiation pour que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une table. C'est déjà un pas. Moi, je pense que le pas serait la responsabilité de nous-mêmes, par nous-mêmes, en essayant de trouver des solutions à appliquer par nous-mêmes, chez nous-mêmes. On ne peut pas vouloir avoir le plus de responsabilité dans l'environnement, et une fois qu'on pourrait s'asseoir pour régler des problèmes, on n'arrive pas à les solutionner. Vous savez, moi, je serais navré que des Blancs arrivent de France et règlent le problème pour nous. En fait, je ne sais pas si c'est ça l'objet d'une médiation. Non, ce n'est pas l'objet d'une médiation. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas s'asseoir autour d'une table? Parce que le dialogue est rompu. Oui. Ah ouais? Oui. Il est clairement rompu. Là, aujourd'hui, le dialogue est rompu et l'objectif d'une médiation, c'est de réouvrir le dialogue. Moi, je crois qu'il faut se féliciter quand même qu'un certain nombre de personnes, même s'ils ne donnent pas à la médiation le même objectif, le même horizon, Aussi. bon, se sont mis d'accord, ont compris que cette affaire risquait de nous conduire à une rupture sociale. Ok? La cohésion. Voilà. Donc, moi, à la limite, José, peu importe. Ce qui compte, c'est que on trouve le chemin d'un apaisement, de l'arrêt des insultes, des propos racistes, parce que la violence... Les menaces. Les menaces, parce que la violence verbale, quelquefois, précède la violence physique. Hein. Bon, il faut faire attention à ça. Bon. La deuxième chose que je voulais dire, c'est à propos de... Je reviens un petit peu à mon obsession scientifique, Big Pharma. Big Pharma, ça désigne les 4-5 grosses sociétés, labos, qui dominent le marché mondial du médicament, etc. Bon. Alors, il ne faut pas mélanger deux, il me semble-t-il, il ne faut pas mélanger deux choses. Lutter pour que les brevets soient accessibles, soient gratuits, accessibles à toutes les populations, notamment à l'Afrique, aux peuples sous-développés, c'est une chose que nous partageons, je pense. Bien. Mais rejeter le médicament parce qu'il a été créé par une société qui a eu la puissance financière et la puissance scientifique pour créer un nouveau médicament, c'est autre chose. Autrement dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ok? Autrement dit, il faut bien sûr, vous ne refusez pas la pénicilline parce qu'elle est fabriquée par Bayer. Hein? Bon. Et je m'adresse à certains. Vous ne refusez pas le Viagra parce qu'il est fabriqué par Pfizer, la petite pilule bleue là. Ok? Bon. Par conséquent, il faut distinguer ces choses-là. La prise en compte, la progression de la santé, la prise en compte par les peuples de la santé du médicament, la diffusion du médicament, la mise à la disposition des citoyens ordinaires de la science, c'est une chose. Et puis lutter contre les capitalistes qui font du fric sur la science, c'est autre chose. Voilà. Bien. Béatrice, je vois que tu écris, tu voulais rebondir sur... Non, je pense... Enfin, on reparle de la même chose, mais du dialogue et de la difficulté de dialogue. Je pense que là, de toute façon, c'est quand même la principale difficulté. C'est de renouer le dialogue, d'avoir des informations que l'on peut considérer comme certifiées. Moi, c'est vrai, j'essaye quand même, je continue, même si certaines personnes me disent « Ah, fais attention, tu fais de la politique, tu ne devrais pas parler, tu ne devrais pas dire. » Moi, je suis assez interpellée pour tout ce que vous avez dit. Vous avez donné des chiffres. Eddy va nous en donner d'autres sur la mortalité, mais également sur une vaccination qui existe, qui est lente, mais les personnes, malgré tout, continuent à faire le choix de la vaccination. L'obscurantisme et donc l'usage. Moi, je reçois tellement de choses et j'essaye à chaque fois encore maintenant de désamorcer un certain nombre d'informations, des montages vidéo, des montages de photos pour justifier d'eux. Et moi, j'essaye aujourd'hui d'avancer quelque part par élimination.
Bon, et je crois que le dialogue doit être aussi reconstitué par élimination pour faire taire un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a des morts en Martinique ou non? Est-ce que les personnes qui sont mortes sont... Parce que tout ça s'appuie également sur des fausses informations, sur le fait que, et la chose est très facile et tout le monde le sait, une fausse information prend évidemment moins de temps à être créée qu'à être démentie. On peut dire n'importe quoi. Là, par exemple, on peut dire 140%, je sais pas, on va inventer des choses et on n'a qu'à lâcher un chiffre. Il reviendra, par exemple, à Eddy ou à toi, d'aller chercher toute l'information qui vient et qui est autour de ce chiffre pour pouvoir prouver que j'avais tort. Bon, aujourd'hui, est-ce que les Martiniquais ont confiance ou pas, par exemple, en leurs médecins? Est-ce qu'ils ont confiance ou pas en la médecine, malgré tout, qui leur est prodiguée quand ils en ont accès? Est-ce que les combats que nous devons mener, c'est ce dont parlait M. Branchi? Est-ce que c'est pas l'accès aux soins? Est-ce que notre vrai combat, c'est pas d'avoir accès à plus de services de santé, à plus de soins partout sur la Martinique? Nous avions 11 hôpitaux qui aujourd'hui sont dans un état de délabrement particulier, ou dans certains sites, 45 ans après, il n'y a pas une couche de peinture qui ait été mise. Est-ce que c'est pas ça nos combats? Est-ce qu'en effet, l'accès à la vaccination universelle, c'est pas ça le combat? C'est de donner les mêmes armes à tout le monde pour se vacciner. Aujourd'hui, nous allons sur des combats sur lesquels, et avec des armes qui sont singulièrement le mensonge, qui nous perdent. Parce que de toute façon, on ne pourra pas prendre du temps pour tout désamorcer. Par contre, il y a des informations qui sont claires et auxquelles, à un moment, il faut qu'on fasse confiance. Et il faut aussi qu'on puisse désamorcer d'autres choses et qu'on dise la réalité, oui, comme tout traitement, tu as dit que c'est pas un médicament, mais ça reste quand même quelque chose de médicamenteux, comme tout traitement, il y a des effets indésirables, et cette période-là de 1 an et quelques, elle est faite pour observer des effets indésirables, pour permettre aussi d'écarter peut-être un certain nombre de personnes qui sont plus sujettes à un certain type de maladie, et donc on leur dit, certains médecins disent par exemple à certains aujourd'hui à certains de leurs patients, non, tu ne devras pas prendre ce type de vaccin-là, et d'ailleurs il y a des personnes qui ont des certificats, et je rappelle, puisqu'il a été à un moment le ponte, mais il a été discrédité pour ce que je vais dire tout à l'heure, le docteur Raoult, qui est apparu comme une référence, qui l'est d'ailleurs mondiale, a dit à un moment, il faut que les soignants aillent se faire vacciner avec le vaccin qui leur correspond le mieux, donc suivant les tranches d'âge, suivant les maladies, suivant... Bon, donc il y a un moment où... Et tout de suite, quand il a dit ça, mon Dieu, ah oui, de toute façon, ça y est, il est vendu, c'est parce qu'on veut le virer de l'IHU. Un copain à José. Il est vendu. Bon. Mais alors... tout ça pour dire que je crois qu'il faut retrouver de la raison, qu'un certain nombre de personnes qui parlent fort n'aient pas envie de cette raison. C'est un fait. Par contre, que nos compatriotes qui sont chez eux et qui ont autant peur, parce que tu sais que sur notre commune du Gros Morne, il y a des personnes qui ne sortent plus de chez elles depuis quasiment 2 ans. Parce qu'elles n'ont pas seulement peur de la vaccination, en ayant entendu un certain nombre de choses et en ayant autour d'elles des petits-enfants, des machins qui viennent leur dire pas aller, pas aller. Mais elles ont aussi peur du vaccin que du virus. Et donc elles sont dans un isolement terrifiant qui d'ailleurs diminue leur état de santé, leur état mental aussi. Et donc, je sais pas, j'ai envie qu'on ait un peu plus de raison. J'ai envie aussi qu'il y ait des personnes parmi celles avec qui ces médiateurs vont être amenés à discuter, qui soient quand même un tout petit peu plus ouverts, parce qu'une négociation... c'est pas je veux ça et puis en face tu dois t'attendre à quelqu'un qui te dit ok tu l'auras. Alors, c'est lâcher un peu chacun. Tu parlais de politique, le silence de tes collègues politiques, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui entre guillemets se mouillent en ce moment. Je pense que moi je me suis fait invectiver, j'ai été menacée, j'ai été traitée de tous les noms. Sur ma page, j'ai eu droit à un certain nombre d'interpellations qui n'étaient pas toujours très délicates. Je crois que la salve, lorsque l'on se positionne, notamment
moi, je ne me positionne pas pour le gouvernement. Tout le monde sait que je ne suis ni macroniste, ni En Marche, et que je suis une opposante féroce à ce gouvernement et à ce parti politique. Mais tu es patronne du Parti socialiste en Martinique. Mais pour autant, qui est un opposant de La République En Marche, pour autant, j'ai le droit, sur une question de santé publique, d'avoir un avis et de faire, parce que tout le monde dit j'ai été chercher, c'est pour ça, mais moi aussi j'ai été chercher, moi aussi j'ai lu et je me suis fait mon avis sur mes lectures et je n'ai pas honte et je pense que c'est une responsabilité politique au sens noble du terme, d'organisation de la cité, d'organisation de la protection des personnes. Il est de notre rôle aujourd'hui politique de dire attention messieurs dames, nous, ce sur quoi nous nous basons. Mais on n'a pas tellement entendu, les politiques. Pourquoi ? Parce que je pense que certains ont peur d'être attaqués. Je pense que certains n'ont pas obligatoirement trouvé les arguments, la manière peut-être de présenter les choses. Ah si, et puis il y a même à l'Assemblée nationale. Si, certains ont trouvé. Non, Béatrice, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas trouvé. Tu vois, j'ai fait la fête. Bref, non, mais et d'ailleurs, je remarque la plupart du temps, et je salue, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais je salue en effet l'investissement et la détermination qui a été celle de Catherine Conconne, dont on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été en tout cas dynamique sur cette question, très peu suivie, il faut le dire, mais elle fait partie en effet de ceux qui ont assumé non pas une accointance avec l'État, parce que pour nous discréditer, on va dire ah ouais mais bon ça c'est Moon machin, j'ai même entendu dire que j'attends mon poste de ministre au futur gouvernement de Macron, et là je le dis de façon délicate, hein, mais je crois que moi tout simplement j'ai un esprit peut-être de ce que je pense être le peuple qui est différent des autres. Moi, une vie est une vie. Et toutes les vies que nous avons perdues en Martinique m'ont peiné, toutes, sans exception. Et si nous étions le peuple que nous nous revendiquons être, eh ben je pense en effet que nous aurions eu des réactions différentes. Parce que quand j'entends aujourd'hui des Martiniquais dire que 600, 700, 1000 vies, c'est pas grand-chose, eh ben je me demande où est la nation martiniquaise, je me demande où est le peuple martiniquais, parce que dans d'autres endroits, eh ben ils perdent tout ça de personnes, ils sont en panique, et ça arrive en Nouvelle-Calédonie, pour différentes raisons, mais justement parce qu'il y a un peuple kanak. Quand ils ont vu 100 et quelques morts, ils ont dit « on nous rétait » et puis ça. Il y a une solution, elle est où ? On la prend. Et ils ont même mis l'obligation vaccinale. Pourquoi ? Parce qu'un kanak est un kanak. C'est important. Non mais il faut le dire. Un kanak est un kanak et c'est important. Et toutes les vies comptent. Et qu'elles aient, que ce soit une vie de 50, de 70 ou de 80 ans, elle est importante et elle est d'autant plus importante qu'elle est de nature à venir modifier le destin d'une nation. Aux élections. Eddie. Alors, chose promise, chose due. Félicitations, Madame Bellé, pour cette intervention. Alors, excuse-moi, Eddie, juste pour répondre à quelque chose que j'ai vu sur Internet, nous ne sommes pas des pro-vax, parce que les gens disent que nous sommes en train, depuis quelques émissions, à tourner. Il n'y a pas d'anti-vax, mais nous sommes en train de pousser les gens à la vaccination. Ils ne comprennent pas notre attitude. Je te dis ce que je lis sur ça. Non, mais c'est pas ça qu'il faut leur répondre, Mano. Tu es gentil. Il faut leur dire que s'ils ne veulent pas regarder une émission pro-vax, ils n'ont qu'à changer de chaîne. C'est tout. Ils regardent l'autre émission. Mais pour qui autres qui viennent regarder l'émission, c'est que autres qui trouvent un intérêt. Donc, je vous félicite. Continuez à regarder cette émission, même si vous êtes... Est-ce qu'on peut s'appeler les pro-vie ? Oui, allons dire ça aux gens. Parce que tu sais, au bout d'un moment, les gens qui attaquent... Vous n'avez pas vu que les pro-vax n'attaquent personne ? C'est toujours les anti-vax qui sont les plus durs, les plus comment dirais-je, les plus véhéments, les plus violents. Mais les frères, vous êtes cool. Okay. Allez-y, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Alors, les chiffres. Alors, ça ne va pas faire plaisir, mais je suis désolé. Nous avons dépassé les 40%. Je rappelle que nous étions à... Première dose. Au 4 juillet, je vais quand même rappeler les chiffres. Au 4 juillet, première dose, nous étions à 18%. OK ? Nous sommes à 40%, ce qui est considérable pour un délai aussi court. Et nous avons dépassé les
36%. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec les pourcents. C'est ça la réalité martiniquaise. La majorité des gens ne savent pas ce que ça veut dire, pourcentage. Alors je vais donner les chiffres. Nous étions à 54 000 personnes vaccinées au moins une dose. Nous sommes passés à 130 000 personnes. Voilà. Ce qui est considérable et qui est une mauvaise nouvelle pour les gens qui luttent pour que les gens ne se vaccinent pas. Alors nous ne luttons pas pour qu'ils aillent se vacciner, nous leur disons la vérité. Donc ça c'est un élément. Et puis un deuxième élément que je voudrais apporter à votre... Alors je vais quand même vous dire le nombre de morts, puisque au Roman, pas ni mort, personne ne va mort au pays tard. Michel a rappelé que l'INSEE a indiqué très clairement que quand on compare les mois de, on va dire, août-septembre, octobre 2021 à la même période en 2019, il y a eu près de 80% d'augmentation. Alors il y a des gens qui disent, ouais, Marajo qui a dit ça, mais qui a prouvé que c'est Mounta mort du Covid? Alors, regardez les frères, pas ni pièce météorite qui tombe dans le pays. Pas ni pièce volcan qui tue moun. Pas ni tsunami. Donc, qui ça qui fait 80%? Personne n'a pas dit nous, le cancer a été foudroyant, pas ni dingue. Donc, c'est le Covid, les mecs. Arrêtez de dire des conneries, c'est le Covid. Donc, quand on prend 80%, c'est là. Mais ils ne vont jamais faire ce calcul-là. Tu prends le nombre de morts qu'il y a eu en 2019, tu l'augmentes de 80% et tu as le nombre de morts exact. Au centime près. 1267 morts au total, dont 681 dans les hôpitaux. Et puis, dernier élément, il y a plusieurs études. Vous savez que les cabinets, ces temps-ci, travaillent. Donc, Harry fait études. Qui sont les gens qui ne se vaccinent pas? Et c'est là que je rejoins Béatrice Bellé. Pour que les Français comprennent pourquoi nous ne vaccinons pas, nous, mais eux aussi, dans certaines parties de la France, et puis dans certaines parties d'un certain nombre de continents, la non-vaccination est essentiellement liée au niveau de vie. Plus tu es pauvre, moins tu te vaccines. Pour quelle raison? Parce que les gens qui sont les plus pauvres sont les moins éduqués. Et bien évidemment, les gens qui sont des complotistes nés savent bien que c'est dans cette partie de la population qu'ils ont plus de chances de convaincre parce que les gens n'ont pas le même niveau d'éducation, le même niveau de formation. Donc, ils sont plus fragiles et en plus, ils sont pauvres. OK ? Ils vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est là la manipulation. Je demande à ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas honte de profiter de cette double faiblesse pour convaincre des gens de ne pas se sauver? Allez faire de la propagande auprès des gens qui sont bac plus 12. Mais là, il y a aller où un monde qui est bac plus 12. Dans 9 cas sur 10, mon gars dit, frère, si vous voulez, pas arrivé moi. Donc, n'en profitez pas. N'allez pas faire votre propagande auprès des gens les plus fragiles. Et puis, donc, par conséquence, les hommes politiques et les femmes politiques dont on parlait tout à l'heure, ce virus nous permet de bien mesurer l'état de fragilité de cette société, son état j'allais dire, de catastrophe sanitaire, de catastrophe économique, de catastrophe sociale. C'est très intéressant cette période, parce que là, on verra très clairement que le virus n'est que l'illustration de ces problématiques d'écart de revenus et de scandale économique. Voilà. Des richesses, bien sûr. Alors, je rebondis sur ce que dit... Je voulais parler de cet aspect. Tu as parlé des soutiens des gens qui viennent faire. Le virus est un révélateur. D'une manière générale, dans le monde entier... Tu parles de soutien aux soignants, c'est ça? Oui, tu as parlé des chauffeurs de taxi, des corporations, d'accord. Okay. Dans le monde entier, le virus a joué un rôle de révélateur des inégalités sociales. D'ailleurs, on a découvert brusquement que tous les systèmes de santé des grands pays développés étaient défaillants. Pas seulement en France, pas seulement en Martinique, partout. Et les grands prêtres du néolibéralisme, appelons-les par leur nom, des capitalistes. Des capitalistes. Bon, les grands prêtres du capitalisme
se sont rendus compte que la santé et l'éducation, c'était des biens essentiels et que c'était pas simplement des dépenses inutiles, mais que c'était des dépenses d'investissement dans un peuple. Ça, c'est une première chose. Et ce révélateur, ça a été le révélateur, comme disait Eddy, des inégalités sociales. C'est-à-dire que, ici en Martinique, il faut rappeler les choses quand même. Nous avons quand même 30% de la population, 3 à 4 Martiniquais sur 10, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 900 € par mois. Non, 1026. Bon. Alors, l'horizon de beaucoup de Martiniquais, c'est qu'est-ce que je vais faire comme course aujourd'hui? Est-ce que je pourrais acheter fin du mois. La fin du mois. Les fameux credos d'ailleurs de Gilets jaunes. Fin du monde, fin du mois. Par conséquent, c'est une... Et qu'il y ait par conséquent, dans certains secteurs de la société, des gens qui manifestent leur malaise à l'occasion de l'obligation vaccinale, du pass sanitaire, c'est pas surprenant. Mais ça exprime le malaise social martiniquais. Et c'est pourquoi il est important, précisément, que cette médiation ait lieu, parce que on voit converger des problématiques qui apparemment n'ont rien à voir. Je prends l'exemple des chauffeurs de taxi. On l'a déjà dit. L'intérêt de ces professions, c'est qu'on arrête le confinement, que le tourisme reparte, que l'activité reparte, que par conséquent, que ces professions qui vivent précisément de l'afflux de gens de l'extérieur. Or, le confinement baisse le revenu. Par conséquent, le mécontentement de ces catégories sociales, et pour sortir du confinement, on revient, je m'excuse, il faut augmenter la vaccination, il faut repousser le virus. Par conséquent, c'est une donnée essentielle, et que pour sortir de cette situation, et c'est là, je reviens à ce que tu disais à propos des hommes politiques, on l'a déjà dit ici. Effectivement. Il y a des hommes politiques qui scrutent le ciel, qui se disent, Simon prend position, mais quand il n'y a pas de voix. Alors, il ne s'avance pas en se disant, je ne dis rien. Mais c'est là où nous avons joué notre rôle depuis quelques mois. Non pas en étant pro-vax, mais nous avons joué notre rôle, c'est qu'il y a un moment donné, dans la vie d'une nation, tu as parlé de nation, il y a un moment donné dans la vie d'une nation où ceux qui prétendent diriger, jouer un rôle dirigeant, doivent avoir le courage d'indiquer le chemin. Il n'est pas toujours sûr que celui qui indique le chemin à un moment donné soit compris. Il peut très bien ne pas être compris tout de suite. Très bien. Alors, parlant de chemin, est-ce qu'on peut dire enfin le chantier de Séguino va commencer, lancement du chantier de Séguino. Ah ouais, quel bel enchaînement. Non, mais il a parlé de chemin. Mais il a parlé de chemin. C'est pas Emmanuel, bravo. Oui. Non, mais c'est un grand bravo, un grand rouleau bravo à la collectivité en place. Quand les choses sont bien, il faut le dire. Il faut le dire. Un grand bravo d'avoir trouvé une solution pour pouvoir mettre la Martinique en eau. Pour ceux qui étaient dans la souffrance, avant le prochain carême. On a perdu, ne déplaise à mon ami Michel, on a perdu assez de temps sur des paroles inutiles et des choses qui ne nous ont pas fait avancer en nous posant des clans dans ce pays-là. Aujourd'hui, on a besoin d'eau et puis on va mettre en route ce qu'il faut mettre en route. Qu'est-ce que c'est que 200 000 € aujourd'hui pour pouvoir mettre la Martinique en eau, je veux dire. On a perdu du temps. Moi, quand on voit les images, on insiste à nous montrer des images de tous ces tuyaux envahis par les lianes, autres herbes à Séguino. Je dis bravo à la rapidité, parce qu'ils ne sont pas élus depuis très longtemps. Ouais.
Fin juin, 3 mois. 4 mois. Ouais. À la rapidité avec laquelle on descend. Moi, j'ai vu. C'est là qu'on voit, et que tous les téléspectateurs vont être d'accord avec moi, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une diversité d'opinions sur ce plateau. Donc, nous passons la parole à Michel. On avait déjà signé le dossier. Alors moi, je voudrais rappeler d'abord une chose évidente, c'est que la pénurie d'eau en Martinique n'est pas strictement liée à Séguineau. La pénurie d'eau, elle est liée aux casses. Tous les jours, vous entendez Odyssey dire, il y a une casse, et je vais interrompre la distribution parce que je fais des réparations. Parce que les réseaux sont pourris. Et les réseaux sont pourris... Mais qui devait réparer les réseaux? Les multinationales à quelles on a livré le réseau d'eau n'ont pas rempli les conditions. La SME, etc. Virer, mais Michel. oui, voilà. Fallait au moins leur donner les pénalités qu'elles méritent. Bon, alors, il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes. Il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui désigne très clairement les responsabilités de ces organismes. Bon, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas fait les forages qu'on aurait dû faire à certains endroits pour compléter l'apport en eau. Bon, et enfin, il y a une solution qui avait été trouvée. C'est la servitude d'utilité publique. La servitude d'utilité publique, c'est qu'à partir du moment où il y a un besoin, qui est un besoin qui ressort de l'intérêt général, la loi permet à la puissance publique, c'est-à-dire le préfet, les élus, la puissance publique, de prendre des décisions. Et il y a une enquête qui a été faite, et il y a des milliers de personnes qui ont approuvé cette servitude d'utilité publique. Dans la commune du Lorrain, je crois. Exactement. Et le maire du Lorrain, M. Pamphile, a fait voter à l'unanimité de son conseil municipal l'approbation de cette servitude d'utilité publique. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait? Moi, personnellement, je n'accepte pas qu'un propriétaire terrien fasse chanter des élus de la nation martiniquaise pendant 12 ans. Alors, pendant 12 ans. Michel, voilà. Si je puis me permettre, je continue à ne pas l'accepter. La parole à quelqu'un d'autre, si je puis me permettre, tu parles de droit. L'Assemblée de Martinique avait voté une motion. Une assemblée peut très bien se tromper. Voilà. L'Assemblée de Martinique avait voté une motion était illégale. Et le président devait l'appliquer. Si on parle de droit, pourquoi le préfet n'a pas fait le président? Le préfet a choisi de faire ce qu'on appelle la servitude d'utilité publique, précisément. Bon, et je te réponds. Non, mais je vais, si tu permets. Je t'en prie. Non, mais non, parce que le droit, c'est le droit. Et ceux qui sont des techniciens des collectivités savent, par exemple, qu'on ne peut pas voter un engagement financier dans une assemblée sans que le dossier ait été d'ores et déjà dans l'ordre du jour. Donc, tu peux pas et puis dire tiens, on va. C'est pas vrai en fait. Là, il faut juste qu'on soit. Si on veut parler de droit, donc l'amendement était illégal. Alors, en fait, il n'est pas applicable pour la simple et bonne raison qu'il aurait éventuellement fallu qu'il soit mis à l'ordre du jour au préalable, ou éventuellement, ce qui était fort possible d'ailleurs, qu'il le soit mis au prochain ordre du jour. Ça aurait été possible. Mais le fait est qu'on ne peut pas prendre normalement des délibérations qui engagent financièrement une collectivité en cours de séance. Tout à fait. Bon, voilà. En plus alors, tu permets que c'était que des amateurs. Mais ça peut être de la bonne volonté. Non, mais ça peut être de la bonne volonté. Mais le fait est, ça peut être de la bonne volonté. Bon, Michel, quelque chose de principe, mais ça aurait pu être après, puisqu'ils ont quand même des juristes et de bonne qualité, de bonnes gageurs dans les services. Ça aurait pu être régularisé après. Allez, c'est Michel Fini, s'il vous plaît. Oui, alors, il y a plusieurs raisons pourquoi cette délibération était illégale. Mais c'est ne jouons pas aux vieux combattants non plus. Hein, non, mais puisqu'on veut battre sa côte pour dire c'est moi qui résout le problème là, etc. Non, on ne pas cramacher dans ça. Parce que non. Enfin, c'est quand même. Monsieur un gros sirop. Michel. Non, mais une fois qu'on a dit ça. C'est quand même une défaite politique en rase campagne, cette histoire de Séguineau. Non. Attends, Michel. Je vais en finir. Michel, non. Les gens, ce qu'ils veulent,
c'est quand on ouvre le robinet qu'il y ait de l'eau qui coule. Je ne peux pas comprendre que des élus martiniquais, quelle que soit leur appartenance politique, pendant 11 ans, se soient foutus, laisse-moi finir ma phrase, se soient foutus de la gueule des Martiniquais, ok? Là, il y a un élu qui arrive, qui dit, bon, écoutez les mecs, il y a une sécheresse qui peut être catastrophique en 2022, qui a parlé, m'a qu'à régler les problèmes là. Alors, pinailler, parce que c'est du pinaillage, on est bien d'accord, pinailler sur la forme, etc. Moi aussi, je peux pinailler. Je peux dire, bon, Sergio, ou c'est peut dire nous sous-payés ou pas payés, puisqu'au cas là, je vais là comme ça, on va dire nous sous-payés ou pas payés. Non, mais attends. Non, mais je me rappelle d'un truc. Je me rappelle de gens qui sont restés au sud, au centre, pendant 3 semaines, sans eau. Michel, il faut tenir compte de ça. D'abord, parce que ce sont des gens... Non, c'est pas même service public. Ce sont des gens qui vivent. Ces gens, ce sont des vivants. Ce sont des êtres humains. Ok, c'est pas des poules qui mordent de soif et puis on va dire mon Dieu. Non, pas des magots, Michel, pas des magots. Parce que moi, pas jamais pièce élue, la CTM de l'époque, descendre le matin pour aller voir ces mounons pour dire bon, écoutez les frères, la CTM, on n'a pas réglé le problème de l'eau. Déjà, c'est pas notre problème. Vous auriez pu dire ça, c'est pas notre problème. Mais voilà, on va vous mettre des tonnes de citernes, des tonnes d'eau, etc. Il n'y aura pas de l'eau. Ok, mais attends, parce que t'es ni de l'eau dans le sud. T'es ni de l'eau dans le sud, ok. Et puis, ça autres t'es pouffé à l'époque, mais Michel, tu sais que je te protège, c'est pas toi que je vise. Oui. Le prix de l'eau de Vivet, vous auriez pu dire, bon, écoutez les frères, comme prix a augmenté, il passait de 20 centimes du mètre cube à 56. Parce que nous t'es obligé de mettre filtre charbon pour machin. Eh bien, exceptionnellement, le temps de la sécheresse, nous qu'a dit la SME, et puis nous qu'a baissé prix exceptionnellement. Tu sais, les supermarchés font des promotions. La collectivité, laissez-moi finir. Moi, ça va faire mal. Laissez-moi finir. Non, attends, laissez-moi finir. Exceptionnellement, pour des raisons de sauvegarde de la population martiniquaise, nous passons de 56 centimes à 20 centimes et nous disons à la SME, prenez de l'eau moins chère, comme ça vous n'allez pas pomper dans la rivière Blanche autant d'eau et comme ça, Odyssey va pouvoir prendre de l'eau, un peu plus d'eau dans la rivière Blanche pour donner à la CACEM. Voilà la politique, voilà le courage politique. Mais j'étais dans des bails, oui, mais c'est pas possible, c'est pas légal, comme ça, pendant 3 semaines, vous ne pouvez pas tirer la chasse. Faut arrêter les conneries. Donc, Let's Chimie, félicitations. Par contre, si tu peux nous dire, en fait, discrètement, combien d'argent tu as donné, puis comment tu l'as réglé, ça, en fait... Ça a été dit, non? Oui, ça a été dit. Non. Hein. C'est l'application de la délibération. Non. On n'est pas stupides. Nous sommes des... Attends, Michel, laisse-moi finir, je te donne la parole. Je réponds à Béatrice et à Mano. Nous voulons des choses claires. OK? Il y a une délibération. 90% des Martiniquais ne savent pas ce que c'est que cette délibération. On est d'accord? Ce qu'il y a comme texte, on aurait pu nous dire, écoutez, les frères. Et puis, tu sais, le type a gagné l'élection, ok? Il est le patron de la Martinique. Il applique un truc. Il faut qu'il dise la vérité, simplement. Il a à craindre quoi? Bon, eh ben, nous, t'es ni debout. Il vote en bagaille. Nous prenons 200 000 euros et nous bat monsieur Bali 200 000 euros. Et puis nous finissons. Et puis ça, qu'est-ce qu'on a à craindre? Allons dire clairement les choses. Mais il va peut-être le faire. Je vais poser la question. En tout cas, retenez de tout ça, c'est que des Martiniquais, les mêmes qui ne sont pas vaccinés là, qui auront besoin d'eau l'année prochaine, pourraient avoir de l'eau. Voilà. Non, parce que le problème, je le répète, un peu plus d'eau. Parce que tu commences à devenir raisonnable. Tu commences à devenir raisonnable parce que la question de la pénurie d'eau n'est pas strictement liée à Séguino. Il y a 3 casses. Rappelons ça aux gens. Il y a une casse à Séguino, elle va être réglée. Il y en a une deuxième à Font-Saint-Jacques, et il y a une troisième au Galion. Exactement. Okay? Donc, effectivement, Michel a raison. Il y en a pas là. Oui, mais au moins nous faillons. Qui réduisent le débit. Voilà. Et il y a en plus
il y a des casses un peu partout en Martinique à cause de la vétusté des réseaux. Ouais. Ah, mais oui. Mais là encore, pendant 11 ans, qui a eu le courage d'attaquer les compagnies internationales qui, au lieu de prendre l'argent que nous leur versions sur notre facture pour la maintenance des réseaux, pour les investir dans les réseaux, et partaient avec le fric à l'international. Qui était responsable? Eh ben, c'était les élus des 3 EPCI. Non, c'est pas les élus, certains élus. Non, faut pas faire d'amalgame. Oui, mais attends, il faut une majorité pour attaquer. Certains élus. Oui, peut-être certains. Certains élus. Mais il faut une majorité pour attaquer. Donc, les gens qui étaient au pouvoir pendant ces 11 années n'ont pas attaqué ces multinationales. Ben oui, parce que les multinationales, je le dis tout de suite, arrosaient les élus. Et les multinationales ont fait renouveler les contrats qui auraient dû être résiliés au moment de leur renouvellement par des procédés que dénonce la Chambre régionale des comptes. Par conséquent, la question de l'eau, c'est pas simplement aller poser quelques tuyaux à Séguineau, en donnant en rachetant un terrain 15 000 euros alors que et puis tous les gens sur lesquels ça passe, mais il faut leur donner de l'argent. Les multinationales arrosent qui? Des politiques. Des politiques. Bien sûr. D'accord. Mais on a dit ça ici. Hein. Les types, tu sais, ils reçoivent un coup de fil, ils disaient pour avion après-midi, au cas aller Paris, l'arrivée Paris, au cas aller la gare de l'Est, au cas monter en train, au cas aller Francfort, va les attendre au tel hôtel, point, dévirer, bouler. C'était ça la pratique. Hein. Bon. Non, mais il y a aussi, je ne vais pas aller jusqu'à là. Mais non, mais attends, Michel, tu aurais pu le dire. Je ne l'ai pas constaté. Je ne l'ai pas. Ce que je sais. Tu ne l'as pas constaté. Tu en as entendu parler quand même. Oui, je n'ai entendu parler, mais je ne répète pas ce que j'ai entendu. La prochaine fois que je vais être convoqué par le PROC, je vais venir avec toi, puisque toi aussi tu en as entendu parler. Bon, mais ce que je veux dire, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces services font l'objet de ce qu'on appelle une délégation de service public. Okay? En fait, Béatrice Belléo aurait pu nous parler de ça, parce qu'elle aussi, elle a vu ça. Parce qu'elle est dans le non-non. Non, mais il ne faut pas la pousser parce qu'elle est peut-être astreinte à l'obligation de réserve. Non. Mais je termine quand même. Je vais t'expliquer ce que c'est que le devoir de réserve. Bon, en tout cas, ce que je veux dire simplement, il y a une délégation de service public, c'est-à-dire que le monopole de la distribution de l'eau appartient à une collectivité, elle le délègue à une société. Bon, pour un certain temps. Et pour éviter la constitution de monopole, au bout d'un certain temps, on doit remettre en concurrence. OK? On doit remettre en concurrence. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de remettre en concurrence, on a repris les mêmes et on a recommencé. Alors que on remet en concurrence. C'est juste que quelqu'un qui connaît évidemment le terrain, quelqu'un qui, c'est Eddy qui le dit, mais vraisemblablement quelques personnes achetées, sait quel prix il doit faire, quelles conditions il doit marquer, lorsqu'il répond pour être conduit. Nous sommes d'accord. Mais vous avez vu qu'elle a dit vraisemblablement acheté. Tu sembles... pour avoir autant d'informations... Elle a raison d'être prudente parce que comme on n'est pas là au moment de la transaction, on ne sait pas combien en fait. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que... que ce n'était pas simplement une question de tuyau à Séguineau, c'est que la question de fond, c'est de créer une régie martiniquaise de l'eau, de faire une entité unique, et c'est ça la véritable. Il faut nationaliser l'eau. Je suis d'accord avec Michel que l'eau est aussi précieuse que l'électricité. Il faut nationaliser l'eau. Comme il faut nationaliser l'énergie, comme il faut nationaliser le pétrole. Mais Michel, moi ce qui m'étonne, si je fais un petit bond en arrière, fais attention. Pendant 5 ans, c'était Alfred Marie-Jeanne qui était au pouvoir. 5 ans avant, c'était Serge Letchimy qui était président de région. Avant ça, 12 ans, Alfred Marie-Jeanne avait le pouvoir. Pourquoi n'avoir pas agi? Pourquoi aujourd'hui on dénonce tout ça? Parce que la nationalisation, ce sont des lois
que la Martinique. Mais non, mais c'est pas. La Martinique n'a pas l'indépendance. Non, mais Bon, c'est la nationalisation, c'est la distribution de l'eau. Mais n'oublie pas. Mais non, mais tu oublies quelque ça. chose, Mano. Oui. Déjà, tu oublies que ni la région, ni le département, parce qu'il y avait. Ne sont responsables de l'eau. Oui. Dans l'histoire, il faut raconter de façon très simple, les villes étaient compétentes sur leur réseau d'eau. Tout à fait. Par exemple, Port-de-France. Les villes étaient compétentes sur l'État. L'État en premier. Béatrice, une petite parenthèse, pour que les gens comprennent bien. Parce que tu as l'air de disculper le Conseil général. Non, je ne disculpe pas. Ah, tu as dit qu'ils ne sont pas compétents. Non, attends. Ils ont une partie de la compétence. Non. Allons être très précis, après je te redonne la parole. Justement, je voulais simplifier. Allons être très précis. Okay. Qui est-ce qui possède l'usine qui produit l'eau? À l'époque, c'est le Conseil général. Ok, donc ils sont compétents puisque c'est lui qui a produit de l'eau. Qui posait conduite de l'eau? C'est lui, c'est taille. Ok, c'est taille, Conseil général. Là, oui. Non, mais attends. Donc, quand le tuyau pète, c'est le Conseil général qui est compétent. Je referme la parenthèse. Oui, je ne sais pas pourquoi tu l'as ouvert, puisqu'on est en train de parler des sociétés. Non, on est en train tu as dit ni X ni Y ne sont compétents. Il a parlé, à l'instant Michel, de l'autorité unique et de la régie de l'eau. Oui. D'accord. Tu as un train de retard. Tu es encore sur d'autres choses. J'ai pas de train de retard. Les gens veulent savoir pourquoi Seguino. Et c'était la question, puisque Mano a dit, mais pourquoi vous n'avez rien fait sur Seguino? Pas sur l'eau, sur Seguino. Non, moi je parlais de manière générale. Il a dit de façon générale. Michel disait... Attendez. Mano, je vais continuer très calmement, parce que vraisemblablement, on a du mansplaining. Dès que je parle, il faut me couper la parole. Donc je vais reprendre. Et je crois bien que c'est réciproque, non? Je vais essayer. Je m'adapte. Monsieur Marajeux, soyez courtois. Voilà. Bien évidemment. Mais nous ne pouvons pas. Tu as vu que je m'adapte. Mais nous ne pouvons pas exiger que les femmes aient les mêmes droits que nous. Tu es d'accord? On l'exige et moi je suis fièrement attaché sans qu'elles en subissent les conséquences, puisque nous qu'à couper comme nous la parole 24 heures sur 24. Heureusement que j'ai dit la parole. Donc je reprends. Cette émission va rester dans les annales. Bon, allez, on essaie d'arriver au terme de cette histoire d'eau, donc Béatrice, on t'écoute. Juste pour dire... Après ça, nous tu vois, mais Michel... Excuse-moi. De Rome Matko. Sincèrement, il faut redire, dans l'histoire, les villes ont été compétentes sur l'eau. Après, une fois que les communautés d'agglomération sont arrivées, il y a eu la reprise par les communautés d'agglomération. Ce qui veut dire aussi... Alors, je crois qu'il faut déjà rappeler quelque chose. Au moment où l'État a décidé de se débarrasser de la question de l'eau et de la confier aux villes, nous avions déjà 60 ans de retard par rapport à la France hexagonale. C'est-à-dire au moment où on a dit « l'eau paye l'eau ». À partir de maintenant, l'eau paye l'eau. Vous connaissez cet adage. C'est que l'État avait construit la plupart des infrastructures d'eau sur la France continentale. Mais nous, on avait déjà 60 ans de retard. Donc quand on nous a dit « l'eau paye l'eau » et qu'on a dit « c'est même bague avec nous autres, les Outre-mer », nous, il fallait qu'avec notre propre argent, on rattrape le retard que l'État n'avait pas comblé parce qu'il n'avait pas fait le boulot chez nous. Ça, c'est une vérité. Jean-Joseph. Mais il avait la compétence. Nous, il faut que nous demander. La réalité, c'est qu'il n'a pas fait. Il faut qu'on soit très à l'aise avec ce cheminement avec la France. Moi, je suis très à l'aise avec le cheminement avec la France. Il est semé d'embûches. D'accord? Et il est semé de négligence et de maltraitance. L'État n'a pas fait... De couillonnement, de tout ce que tu veux. Mais l'État n'a pas fait son boulot en matière de réseau d'eau sur nos territoires. C'est une réalité. Et quand l'État a dit, m'en parler encore, m'en a fait tout ça, m'en y pouffait, il le disait pour la France hexagonale. Mais pour nous, il dit nous, non, mais vous n'allez pas encore avoir des exceptions. Et peut-être, en effet, qu'un certain nombre, à une époque où nous avions besoin de responsabilité, ont considéré qu'il était bon, finalement, pour que nous ayons cette responsabilité, sauf que nous ne recevions pas d'argent pour. Tout à fait. C'était fini, puisqu'on avait dit l'eau paye l'eau. Donc, c'est un peu comme le patrimoine, finalement, foncier ou économique que l'on peut avoir. Les héritages, c'est terrible. Quand tu dois rattraper un manque économique, on arrive à la réalité aujourd'hui. Les réseaux ont 50 ans.
C'est ça notre réalité. Nos raisons ont 50 ans. Mais c'est nos deniers avec la démographie et le système socio-économique que l'on connaît. 30% de pauvreté, un Martiniquais sur 3 qui paye l'impôt sur le revenu, et le seul impôt qui rapporte un peu d'argent, en fait, c'est l'octroi de mer. C'est ça la réalité martiniquaise. Et avec, en plus, une inégalité et encore un couillonnement, comme tu as dit, un couillonnement sur les dotations générales qui nous sont données, parce qu'elles ne prennent pas en compte nos prix d'approche, notamment quand on fait des travaux en Martinique pour construire un réseau. Vous savez combien ça avait coûté à l'époque, les tuyaux? Tu sais comment ils étaient arrivés, les fameux tuyaux qui sont restés à terre, là? Ils étaient arrivés par avion, et je crois que c'était des avions russes, me semble-t-il. Oui, parce que ça devait être des Antonov. Voilà, des Antonov, d'accord? Mais tu imagines le coût que ça peut représenter pour un conseil général de la taille de celui que nous avons et de la population que nous sommes. Donc ils l'ont posé là pendant 10 ans pour amortir le coût. Voilà, c'est ça, tu as tout compris. Voilà. Donc, mais tout ça pour dire que il y a quelque chose que nous devons savoir faire aujourd'hui. C'est être très rigoureux dans les contrats. Ces sociétés, ces multinationales, attention, elles ont 40 méga super avocats. Voilà. Parce que quand tu fais une délégation de service public, c'est celui à qui tu vas déléguer qui doit te faire la proposition du contrat. Donc c'est l'entreprise qui te propose un contrat et après tu négocies. C'est-à-dire que toi tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, et elle te dit voici le contrat qui correspond, voici mon offre, mais voici le contrat qui correspond à ce que vous m'avez demandé. Et si tu n'es pas vigilant, et si tu n'as pas aussi une armada derrière toi, et des gens bien capés. Et si tu as été payé. Et en plus, faut fermer les yeux. Tu comprends? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite ligne dont la lecture ou l'écriture est volontairement ambiguë, qui t'emmène droit dans le mur et qui va faire dire aux gens ah oui, vous avez cru que là c'était renouvellement du matériel, mais enfin et des infrastructures, mais enfin c'est pas comme ça qu'il fallait le lire. Vous avez mal, là vous lisez avec la virgule, mais sans la virgule c'est pas ce que ça veut dire. Je vois quand tu connais le dossier. Tu comprends? Bon, et donc on arrive à ce genre de choses là, et moi je crois qu'il ne faut pas avoir honte chez nous, de faire appel à des grands cabinets, de payer le prix quand on a des contrats à 40, 50, 200 millions d'euros. Il faut savoir mettre le prix pour avoir des bons conseils qui vont venir derrière nos propres techniciens qui sont excellents, parce qu'il ne faut pas non plus, parce que des fois on a aussi l'impression qu'on n'a pas la compétence chez nous, mais enfin des fois c'est... l'information est floutée pour des raisons que Eddy a évoquées, mais des fois, c'est un manque de considération pour nous-mêmes. Parce que j'ai envie de dire, Mano, encore une fois, je rajoute, excusez-moi, je vais prendre un peu de place, mais bien souvent, nous créons beaucoup d'emplois en Martinique, en matière de conseil, d'AMO et tout ça, mais ailleurs que chez nous. Eh oui. Bien. Ailleurs que chez nous. Voilà. Et donc il est temps que nous ayons, par exemple, des brillants avocats, que nous sollicitions nos brillants avocats qui viennent, quitte à d'ailleurs pour certains, à leur payer des formations qu'il faut et tout ça, des avocats de chez nous, à leur payer des formations qu'il faut, pour qu'on ait et pour qu'on puisse à un moment solliciter nos avocats pour qu'ils étudient ce type de contrat-là. Et une fois qu'on a les contrats, il faut qu'on sache appliquer les pénalité contractuelle. Ouais. En tout cas, le fait, c'est que le problème de l'eau ne va pas être résolu d'une lettre de Congo Siro. Hein? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un plan ODOM qui a été négocié avec les EPCI, qu'il y a dans le plan de relance refondation des crédits du contrat de convergence et du plan de relance de l'État avec la CTM, et que la CTM, si elle poursuit ce qui a été fait auparavant, va se concerter avec les EPCI, et c'est comme ça qu'on va résoudre ce problème. Plus le plan d'urgence. Ouais, plus le plan d'urgence. Ouais. Bon, par conséquent, faut qu'on apprenne à aller chercher l'argent. Je ne marche pas dans ce coup de bluff. Alors, par contre, Michel, il y a quand même une question. Tu es martiniquais. Oui. Tu faisais partie de l'ancienne gouvernance. Tout à fait. Mais pourquoi chaque fois qu'on change de gouvernance, pourquoi on ne peut pas se dire bravo parce qu'ils ont fait quelque chose? Moi, j'ai l'impression que ce sont des hommes.
Mais non, mais on travaille pour le pays. Mais non, mais on travaille pour le pays. Moi, je veux dire que bon, même si Marie-Jeanne et les autres avaient entamé quelque chose aujourd'hui, que l'aide chimie continue. Non, mais Michel a adressé à plusieurs reprises, je prends la défense de Michel, il a adressé au cours des émissions précédentes à plusieurs reprises des félicitations à l'aide chimie. D'ailleurs, il vient de... c'était en off, et effectivement, mais il a félicité l'initiative de l'aide chimie sur la médiation. Emmanuel, je parlais de l'ensemble des politiques. Mais tu as raison sur un truc, Emmanuel. Ils pourront bientôt s'auto-congratuler d'avoir fait le lycée Shellcher, tous. Ouais, le jour, je pense même qu'Alfred Marie-Jeanne va être invité pour le... comment il va s'appeler ce lycée Shellcher, au fait? Vous savez? Est-ce que quelqu'un sait? Le lycée Shellcher. D'après ce que j'ai compris... Est-ce que ça va changer? Mais il semblerait qu'on cherche des noms pour le lycée Shellcher. Vous êtes au courant quand même? Bon, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, les dispositions sont prises. Il y a du retard. D'ailleurs, il y a eu des surcoûts, des retards, des difficultés, et puis il a fallu... Ça, j'apprécie, il est honnête. Parce qu'il parle de surcoût, tout ça, c'est eux qui étaient au pouvoir. Tu admets ça, c'est bien. Parce que d'autres personnes ne diraient pas ça. Quel est le chantier? Quel chantier que tu engages, notamment surtout comme sur la base d'un plan, d'un architecte qui a été remarquable, mais qui avait dimensionné le lycée Shellcher d'une certaine manière. Il a fallu, entre-temps, il y a les réglementations, notamment en matière d'enseignement, etc., de salles de sciences, etc. Il a fallu donc adapter le plan qui avait été initialement prévu pour redimensionner. Donc ça a provoqué des surcoûts. Et en plus, il y a eu des problèmes d'exécution, de difficultés de chantier, et puis bien sûr, et puis il y a eu des faillites, il y a eu des faillites d'entreprises. Oui. Donc le résultat, c'est que ce lycée Shellcher va peut-être être livrable pour la rentrée 2022. C'est ça. Mais est-ce que tu as un nom? Est-ce que tu as entendu parler de nom? À propos de... Pour changer le nom du lycée Shellcher. J'ai entendu, mais Mais dis le nom. Non, moi, je ne suis pas à l'initiative de cette affaire, je préfère ne pas en parler. Non, je n'ai pas dit que tu as l'initiative. Est-ce que le nom que tu as entendu te satisfait? Oui. Oui, bon. le nom que j'ai entendu me satisfait. Donc, du coup, il ne veut pas lui porter la poisse en le révélant. Voilà. Bon, parce que personne ne le dit, je vois une pétition qui roule pour Armand Nicolas. Oui, c'est exact. Mais je tiens à préciser que ça a été fait en dehors du Parti communiste martiniquais. Par conséquent, je ne veux pas influer là-dessus. Bien. Ouais. Et apparemment, Nicolas, vous n'avez pas entendu d'autres noms? Non. Vous n'avez pas entendu le nom d'Aimé Césaire, de Fanon, vous n'avez pas entendu ce genre de nom? Je pense que... Il y a déjà un lycée François, non? Je pense que c'est un problème qui devra être résolu de manière démocratique. Voilà. Mais comment? Par ceux qui sont au pouvoir ou bien par l'ensemble des... Il y a plusieurs possibilités. Faire une consultation. Bon. En fait, ce ne sera pas comme... Enfin, ok, d'accord. Oui. Voilà, j'ai commencé, je me suis tué. Oui. Pour le lobby. Bon, alors... Ah oui, il y a déjà la lumière. C'est pas vrai. On a déjà fait tout ça dehors, là. Alors, rentrée du PPM, on peut en dire deux mots? Non, ça n'intéresse personne, non? Ah, il est en avance, lui? Oui. Il semblerait que tu sois en avance. À moins qu'on ait commencé plus tôt. On a peut-être commencé plus tôt. On est en retard, là, ou on est en avance? Non, apparemment, là, on me dit que c'est fini. Ah bon? Non. Grégory, ça peut clignoter pour me dire si on a fait 1h30, s'il te plaît? Pour savoir si ce sont nos montres ou bien... Il n'a pas mis ça sur pilote automatique, il est parti. 7 minutes. Ah, il reste 7 minutes. Merci, Grégory. Oui. Rentrée du PPM. Est-ce que ce week-end, vous avez entendu parler de ça? C'est toi qui peux nous dire. Oui, mais on ne veut pas en parler. Ah, on ne veut pas en parler. PPM. C'est l'Alliance, pardon. C'est l'Alliance. Oui, moi j'ai vu des images, ça a l'air de s'être bien passé. D'accord, bon, oui, ils sont ok. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas porté mes notes, mais ce que je veux dire, c'est que il est bon que la démocratie soit animée par des partis politiques. Parce qu'il y a une espèce de mode qui consiste à dénigrer les partis politiques. Les partis politiques sont nécessaires à l'expression de la démocratie. Alors, bien entendu, bon, le PPM n'est pas... Bien sûr, nous ne sommes pas... Mais je pense que c'est une bonne chose qu'un parti se réunisse, que des gens adhèrent à une formation, passent leur temps, consacrent du temps à militer,
passer pour leurs concitoyens et que ceci soit respecté. Voilà. Bien. Je crois qu'il faut d'ailleurs dire, excuse-moi maintenant, je le dis, je sais qu'il reste peu de temps, il faut le dire, ça me concerne et ça concerne l'essentiel des militants, que nous sommes des bénévoles. Voilà. Et ça, c'est souvent jusqu'au mandat, quand même. Il y a un moment où tu as une indemnité, d'accord, qui n'est pas un salaire. D'ailleurs, je tiens à dire que les seuls mandats où tu n'as pas la possibilité, même le droit de travailler, c'est les mandats de sénateur et de député. Parce que la somme, le justifie, mais parce que tes missions de législateur t'y obligent. Mais, excuse-moi... Non, je parlais de ce dont Eddy parlait tout à l'heure, là. L'arrosage. Non, mais il faut être élu pour ça. Non, mais du coup, il faut être élu pour ça. Ça n'a pas d'intérêt pour les militants. C'est pour ça que j'ai dit jusqu'au mandat, mais c'était une plaisanterie. Et même dans les élus, il ne faut pas oublier que même dans les élus, il y a des élus de conseils municipaux qui vont dans les assemblées, qui vont au conseil, qui vont... dans les quartiers et qui sont parfois, par exemple, de la minorité et qui n'ont rien, et même parfois de la majorité d'ailleurs, et qui n'ont pas d'indemnité. Donc il faut le dire, l'engagement militant, ce n'est pas un piège, parce qu'il faut qu'on puisse dire que c'est pas une prison, un parti c'est pas une prison, tu veux t'en aller, tu t'en vas, et deux, que c'est essentiellement de l'activité bénévole. Oui, mais juste avant, est-ce qu'il ne faut pas penser de manière générale pour tous les partis politiques en Martinique, parce que si on fait un bond en arrière, on peut voir que est-ce qu'il ne faut pas commencer à penser au renouvellement? Évidemment. Parce que, franchement, je n'ai rien contre M. Marianne qui a un certain âge ou Serge Letchimy qui a un certain âge, c'est pas ça. Mais je me demande, quand certaines personnes vont arrêter la politique, ils vont être remplacés par qui? J'ai l'impression que le renouvellement ne se met pas en place. C'est la formation politique. La formation. Souvent la non, mais moi, je pense que c'est une vue de l'esprit, Mano, qu'il n'y ait pas de renouvellement. Quand tu prends les mouvements politiques martiniquais ou représentant un mouvement national en Martinique, moi je vois beaucoup de renouvellement. Le PPM s'est beaucoup renouvelé. Quand tu regardes les membres du comité national, tu vois bien qu'il y a des gens que les Martiniquais ne connaissent pas. Quand tu prends la fédération du Parti socialiste, qui est-ce qui connaissait Béatrice Bellé il y a 2 ans? Moi. Toi, mais toi tu fais de la politique, tu es dans les médias, mais les gens... Non, c'est parce que nous sommes tous les deux gourmands. Ah ben oui, vous trichez. Tu prends les Républicains, tu regardes les jeunes qui sont là, c'est renouvelé. Quand tu prends les petits mouvements, petits, c'est pas péjoratif, c'est petit par la taille, le nombre d'adhérents, des mouvements, des politiques dans les communes, par exemple. Quand tu prends le MPF, par exemple, au François, ou le mouvement de Samuel Tavernier, tu vois bien que ce n'est pas des gens qui ont 70 ans, 80 ans. Hein. Celui qui était prévu, M. Lagier, qui était prévu comme successeur du maire du François, c'est un type, il n'a pas 70 ans, il n'a même pas 60 ans, il a à peine la cinquantaine. Donc l'idée, c'est quoi? C'est ce mouvement... il existe, il est profond. Quand on voit l'âge moyen des gens qui se présentent aux élections municipales, par exemple, alors je ne parle pas de l'âge moyen des gens qui sont élus, mais même quand tu prends l'âge moyen des maires de Martinique par rapport à ce qu'il était il y a 20 ans, ça n'a plus rien à voir. Donc ce renouvellement, il est déjà en place. Par contre, nous, dans cette espèce d'atavisme médiatique, on est persuadé que les élus martiniquais sont des gens vieux et décatis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La réalité... Non, mais le truc, c'est qu'on a quand même l'impression, Eddy. Quelle impression? Donne-moi les noms. On a cette impression parce qu'il y a des personnes qui sont nées avec des visages qu'elles continuent à voir. Lesquels? Et singulièrement... quel visage? Par exemple, quel visage? On a cité, que ce soit Serge et même Michel. Moi, ça fait des années que je le connais et que je l'entends. Il y a quand même un renouvellement qui est là et qui va de toute façon à un moment ou à un autre... Enfin, tu peux en témoigner quand même. Évidemment. Je m'attendais à ce que tu puisses me soutenir. Mais je te soutiens parce qu'il existe. C'est-à-dire qu'il y a des militants. Il y en a moins quand même. Il y a moins de militants. Il y a un renouvellement, mais il est lent. C'est vrai qu'il est lent. Et malgré tout, tu parles du renouvellement. Moi, je tiens à dire que les personnes
que ce soit Alfred Marie-Jeanne ou Serge ou d'autres personnes, on peut citer des Césaires et tout ça, ont commencé bien plus tôt. Ont bénéficié d'un renouvellement bien plus tôt. C'est-à-dire que moi, j'ai 46 ans, hein, donc je ne suis pas non plus de prime jeunesse. Attention. Bon, tu parlais des maires. Il y a un certain nombre de maires, même Louis-Joseph Manscourt n'a pas été maire à 60 ans. Or, aujourd'hui, on voit quand même que la prise de responsabilité arrive quand même de plus en plus tard parce que il y a aussi des personnes, en tout cas en Martinique, qui ont décidé de garder très longtemps. Donc ça, tu ne peux pas dire le contraire, même si on peut dire qu'il y a quand même une jeunesse militante, il y a des personnes à condition, et tu te rends compte un peu de la catastrophe, ou qu'à crier moins jeune. 46 ans, c'est devenu jeune. Non, mais il ne faut pas faire non plus de jeunisme. Faut pas. Alors. Non, mais c'est devenu jeune. Alors, on a quand même le droit. Non, mais c'est devenu jeune. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais quand tu as quelqu'un qui a plus de 75 ans à un poste de responsabilité et que toi, tu as 46 ans, je préfère dire que 46 ans, c'est jeune. Mmh. Voilà, bien. Non ? Bon. C'est en tout cas beaucoup moins vieux. C'est clair. Alors, on n'a pas le temps de voir ça. On devait parler en plus en priorité aujourd'hui de l'INSEE en plus, Michel. Et puis cette histoire de cercueil nous a fait oublier ça. De l'INSEE, c'est-à-dire la semaine dernière, on avait parlé de quelque chose. Je veux dire deux mots. Vous allez le lire dans Justice cette semaine. Ah. Bon. Non, l'INSEE et l'IEDOM ont quand même sorti d'abord récemment les comptes économiques de la Martinique de 2020. Donc la conclusion principale de ces comptes économiques, c'est que la Martinique a quand même bien résisté à la récession économique en France, et même mieux qu'en Guadeloupe. Bon, on a une récession de 3,9% en 2020, n'est-ce pas, et contre 9% en France et contre 5% en Guadeloupe. Bon, essentiellement, je le dis, c'est parce qu'il y a une combinaison entre l'État et la CTM de soutien à l'économie, bon, qui se traduit d'ailleurs par un endettement qu'on reproche. Bon, par un certain endettement, il y a eu un quoi qu'il en coûte martiniquais. Bien. Et puis deuxièmement, pour le premier semestre 2021, il y a deux études qui viennent de sortir il y a 2 semaines. Et en gros, il y a quand même un rebond économique en 2021. C'est avant le quatrième confinement. Bon, alors... La quatrième vague ou le la quatrième vague et le quatrième confinement. Donc, et la principale conclusion, je la livre, c'est que l'emploi a résisté. Au premier, on a... Non, Michel, il faut avoir la lecture. Tu sais très bien que ça... Officiellement, ça a résisté parce qu'il y a un nombre très important de personnes qui sont aussi en chômage technique. Exactement. Et donc qui, pour l'heure, sont payées par l'État, même s'ils ne travaillent pas. Mais une fois que tout ça sera fini. Alors, tu as raison de poser la question. La question, c'est que, précisément, qu'est-ce qui vient ? C'est-à-dire qu'on a quand même noté... Alors, il y a du pour et du contre, tu as raison de le dire. C'est que, malgré cette résistance, je dis bien c'est une résistance, il y a eu quand même une baisse du pouvoir d'achat d'une bonne partie de la population. Il y a quand même plus d'un quart des Martiniquais qui ont vu le revenu baisser en 2020. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que avec le confinement que nous vivons et avec peut-être une 5e vague, que va-t-il se passer à la fin de l'année 2021. Voilà le piège quand on fait une relance par l'offre et pas par la demande, c'est-à-dire quand on décide de donner tout l'argent aux entreprises et pas aux gens dont on sait pourtant qu'ils allaient dépenser tout l'argent qu'on allait leur donner en Martinique. Ouais, mais Martinique. Oui, voilà. mais en Martinique, cher ami, en Martinique, la demande se traduit par de l'importation. Non, tu donnes 200 € à un Martiniquais, n'empêche qu'il va consommer en Martinique, d'autant plus que les conditions de départ de l'île étaient compliquées. Bon, on a préféré donner et multiplier des 200 pour des entreprises, dont on sait pour certaines qu'elles survivent également, elles ont juste survécu grâce à ce quoi qu'il en coûte de droite. Oui,
non, mais il faut dire que c'est une relance, un type de relance auquel je ne crois pas. Et moi, je pense qu'on aurait donné cet argent aux Martiniquais. Ils auraient peut-être pu assurer un niveau de vie qu'ils avaient, parce que perdre 20% sur son salaire, c'est pas rien. Il y a des gens là aujourd'hui, ils se serrent plus la ceinture, il n'y a plus de trous, il n'y a plus de place pour faire des trous. On aurait donné cet argent-là. Que ça aurait permis de soutenir l'économie parce que les gens auraient dépensé chez eux. Ils auraient dépensé en Martinique parce qu'ils ne sont pas partis, ils n'ont pas bougé. Et 2, ils auraient maintenu un niveau de vie. Voilà. Aujourd'hui, on a donné tout aux entreprises. Rapidement, Eddie. Oui, rapidement. Deux infos quand même. Parce qu'on s'intéresse à Haïti, on a des gens qui nous écoutent. Vous avez vu qu'un gang a décidé de bloquer l'accès aux réservoirs de pétrole jusqu'à ce que le Premier ministre démissionne. Et qu'il y a une conférence de presse qui est tenue par le principal patron de ce gang qui s'appelle Barbecue. Un ancien policier. On l'a déjà évoqué ici. Donc, je voulais vous donner cette information. Et puis, deuxième information, grâce à notre ami Jean-Marc Pulvar, le nouveau juge qui enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, hier soir, son bureau a été totalement saccagé et cambriolé. Comme quoi, ça lui permet de continuer à faire son travail de manière harmonieuse. Sereine. Voilà, et je voulais vous féliciter tous les 4, parce que nous avons été plus forts que les médias français. On a fait 1h30 d'émission, on n'a jamais parlé de Zemmour. Mais... La prochaine fois, je reviens. Alors depuis 2 jours sur les médias, on parle, il y a des sondages qui montrent qu'il y a, en gros, on appelle ça la droitisation, l'extrême droitisation du champ politique français. Bon. Voilà. On n'en dit pas plus, on garde le cap, on ne parle pas de Zemmour. Merci à tous les 4. Il faudra qu'on en parle. Non, ce soir. On n'en parle pas ce soir. Non. On a fait l'émission ce soir. Voilà. Non, mais moi, je pense quand même qu'il faut parler de Zemmour parce que c'est quand même dangereux. Bon, très bien. En tout cas, merci à tous les 4. Béatrice, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Rehausser le plateau. Je sens qu'elle va revenir. Il faut qu'elle revienne. Mais oui. Non, mais j'ai déjà décidé que je reviens. C'est parti. Bon, voilà, très bien. Je m'inscris. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Grégory pour la RIA. Et puis, très vite, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Merci. Allez à la mer. Il semblerait que là, on a levé un petit peu les restrictions. Et puis on peut même y aller en famille. On peut y aller en famille. Et puis laisser les boucs tranquilles. Oui. Allez, ciao, ciao.